Nouveau numéro de 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. Affaire Patrice Tréco, du nom de l'agent des eaux et forêts en disgrâce auprès de la hiérarchie paramilitaire pour avoir tenu sur une chaîne locale sans en avoir l'autorisation préalable des propos dénonçant l'opacité qui aurait entouré la passation du marché relatif à la gestion des parcs Pandjari et W. Après 60 jours d'arrêt de rigueur, l'officier pourrait se voir contraint dans les toutes prochaines heures à faire ses adieux à ses frais d'armes. Déclaré persona non grata par ses supérieurs hiérarchiques, un conseil de discipline pourrait décider de sa radiation pure et simple. Ce sera le 30 novembre. La menace est pesante, mais l'officier syndicaliste peut désormais compter sur ses pairs syndicalistes vont debout contre la mesure annoncée. Mais pour quel résultat? Quelle marge de manœuvre pour voir le capitaine Patrice Tréco continuer à poursuivre sa carrière comme si de rien n'était? Mesdames, messieurs, les éléments d'appréciation dans un instant, et ce sera avec nos invités. Terme au menu de l'émission débat, affaire Patrice Tréco, de l'ascension disciplinaire à la radiation. Avant de découvrir l'instant débat proprement dit, le point de l'actualité m'est-elle relayé par les journaux, la revue de presse. Avec nous ce matin pour aller à la découverte de ce qui fait l'essentiel à la une des journaux, Johannes Toanon qui prend déjà siège. Je me retourne vers lui. Johannes Toanon, bonjour. Joël Yetonji, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Comment ça va ce matin? Très très bien Joël Yetonji. La grande forme? La pleine forme. Je constate la moisson n'est pas abondante, mais par contre, l'actualité, elle, si. Tout à fait Joël Yetonji. Actualité diverses et variées à la une des canards qui nous sont parvenus ce matin. Actu Express par exemple, affiche en manchette. Nonobstant la méchanceté gratuite dont il est la cible facile, Ajavon, toujours adulé par ses compatriotes, serein et confiant en l'avenir du Bénin, le grand développeur s'en remet quotidiennement à Dieu. Instauration de la terreur dans une dynamique de prédation des ressources de la nation, SOS pour sauver la démocratie au Bénin, affamée et réduite au silence, les populations s'en remettent à la communauté internationale. La cœur ouvert sur TV5 Monde à propos de l'acharnement contre sa modeste personne, Léa Dissouglo s'en remet à la justice béninoise. L'Afrique en marche, protocole d'accord entre l'État et Comonessa, Yahi, plus légaliste que talent, Sébastien Ajavon avait accepté le règlement à l'amiable pour épargner le budget de l'État. Lire en exclusivité quelques articles du dit protocole. La nouvelle tribune annonce d'un délégataire à la direction du port autonome de Cotonou, les syndicats de la plateforme portuaire sur le pied de guerre, lutte contre la corruption sous la rupture, un combat sélectif et partial. Puis point média, caporalisation des acteurs du microcosme politique béninois, la preuve que Talon veut rempiler en 2021 l'enquête de Jeune Afrique, éducation nationale, quand les élèves déclarent ne plus se retrouver dans les enseignements reçu. Matin libre, record de destitution et révocation de maire depuis le 6 avril 2016. Azanaï griffe la rupture. Nous sommes redevenus l'enfant malade, déplore Célestine Zanou. Une nouvelle destitution hier à Bembereke et puis choix d'un délégataire pour gérer le port vers un nouveau bras de fer, gouvernement, syndicat. Joël Tondi, ce sera tout pour la revue des titres. Merci Johannes Tawado. Je regarde pour quelques minutes encore. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, certainement celle des téléspectateurs aussi. Nous sommes redevenus l'enfant malade de l'Afrique, déplore Célestine Zanou, parlant du vent de destitution qui souffle sur le Bénin et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Joël Yetonji, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement que le vent qui souffle n'est pas prêt de s'arrêter, puisque hier, le maire de Bembereke a été démis. Juste avant lui, c'était le maire de Djougou, et un autre maire a été élu donc à Djougou.
on a connu plusieurs autres communes du Bénin. On a l'impression que c'est l'actualité en vogue aujourd'hui. Chaque semaine, sinon chaque jour, on entend une motion de destitution déposée, on entend un maire a été démis, on programme l'élection d'un nouveau maire. Et puis tout ceci se passe comme si le développement s'était carrément mis en parenthèse. Parce que un maire qui est élu par la population, c'est un maire qui a fait campagne sur un programme et qui est censé présenter ce programme-là aux populations pour se faire élire. Ce maire arrive aujourd'hui, le gouvernement, l'exécutif est arrivé à la tête de l'État par un programme. Mais on a l'impression aujourd'hui que les soutiens de l'exécutif aujourd'hui s'arrangent pour que aucune mairie n'ait la paix et la quiétude pour travailler. Le soutien de l'exécutif, dites-vous, est-ce que cela explique cette phrase à la une de Matin Libre, Sanaï griffe la rupture. J'allais vous demander qu'est-ce que la rupture a à voir avec cette destitution. Joël Yetongi, plusieurs de nos confrères de la presse écrite n'ont pas fait dans la dentelle en affirmant par exemple que c'est le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui est en phase avec le nouveau maire de Djougou. Ça s'est dit dans la presse, plusieurs confrères l'ont affirmé. Donc, le conseiller aussi a entre-temps remercié le ministre. Voilà, donc on a l'impression aujourd'hui que c'est un plan savamment-ourdi par l'exécutif pour positionner des maires proches. On a l'impression, dites-vous, mais pas de preuve. Je n'ai rien affirmé, je dis on a l'impression que ce sont... Autant laisser le gouvernement faire son travail et peut-être lui demander s'il peut aider à arrêter cela. Joël Yetongi, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait forcément envie d'aider à arrêter cela, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que tous ces maires-là qui sont élus, ou tous ces maires renversés sont des maires qui tombent en disgrâce ou qui sont aujourd'hui en de bons termes avec le régime. Ce qui est sûr, c'est que le développement à la base est remis en cause. Ce qui est sûr, c'est que ces nouveaux maires-là, ils auront des difficultés tôt ou tard parce que qui a bu boira. Qui a bu boira, on ne peut pas mieux dire, mais c'est bien triste, car aujourd'hui, pas de développement d'une nation sans le développement à la base. La décentralisation reste et demeure la voie de sortie pour ces pays en voie de développement. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette rubrique. Demain, à un autre jour. Rendez-vous donc pour la revue des Unes. À très vite. Nouveau numéro de votre émission 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. Affaire Patrice Tricot, du nom de l'agent des eaux et forêts en disgrâce auprès de la hiérarchie paramilitaire pour avoir tenu sur une chaîne locale sans en avoir des propos dénonçant l'opacité qui aurait entouré la passation du marché relatif à la gestion des parcs Panjari et W. Après 60 jours d'arrêt de rigueur, l'officier pourrait se voir contraint dans les toutes prochaines heures à faire ses adieux à ses frais d'âme. Déclaré persona non grata par ses supérieurs hiérarchiques, un conseil de discipline pourrait décider de sa radiation pure et simple. Ce sera le 30 novembre. La menace est pesante, mais l'officier syndicaliste peut désormais compter sur ses pairs syndicalistes vent debout contre la mesure annoncée. Mais quelle chance de voir Patrice Tricot poursuivre dans les tout prochains jours sa carrière comme si de rien n'était. La mobilisation annoncée qui a eu lieu pourrait porter quels résultats? Les éléments d'appréciation dans un instant avec nos invités déjà installés. Thème à débattre, affaire Patrice Tricot, de l'ascension disciplinaire à la radiation. Deux invités, comme je le disais, déjà installés. À ma droite, Briston Amoussou Guénou, ancien fonctionnaire de la gendarmerie nationale, juriste de formation. Il est spécialiste des questions de justice militaire. Briston Amoussou Guénou, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour les téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En face de vous, pour l'instant, débat, Jacques Bocor, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre qui a consacré plus d'une fois ses colonnes à ces dossiers affaires Patrice Tricot.
Bonjour Jacques Bokor. Bonjour Joël, toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Sachez que le plaisir est partagé. En face de vous, je le disais, Briston Amoussouguenou, la précision vaut la peine. Il est l'un des officiers à avoir connu ce que d'aucuns appellent le triste sort de la radiation après des années de service au sein de l'armée béninoise. Il nous dira un peu l'état d'âme lorsqu'on vit une situation comme celle-là et son regard par rapport à l'épée de Damoclès qui plane sur le capitaine Patrice Trépeau. Ce n'est qu'une question d'heure désormais. Patrice Trépeau saura s'il peut continuer à arborer sa tenue de service depuis des années. L'homme en serait à payer le prix d'une soi-disant témérité. Mais dans l'armée, exécution avant réclamation d'État, sommes-nous dans une confusion de genre? En tout cas, le 30 prochain, Patrice Trépeau devra comparaître devant le conseil de discipline. Que pourra-t-il se passer? Vous avez suivi, Dame Rumeur annonce plutôt, Jacques Bokor, une radiation qui serait pendante dans ce dossier qui connaît un nouveau rebondissement. Oui, Joël Yetonji, je crois que par le biais des centrales et confédérations syndicales, nous avons appris la chose. Et je me demande si les centrales et confédérations peuvent alléguer, peuvent aller dans ce sens, peuvent balancer une telle information si cela n'était pas vrai. Ce qui est sûr, depuis que ça a commencé, elles n'ont pas de cesse de s'intéresser au dossier, de le suivre de près. Nous les avons vus durant tout le mois de septembre, octobre, novembre, et nous serons bientôt à décembre. Donc je crois que sur le fait, la radiation, je crois que c'est un acte vraiment osé. Et ceux qui, au niveau de ce conseil de discipline, ceux qui prendront cette décision doivent pouvoir réfléchir par 1000 fois avant de poser un tel acte. Voilà. Pourquoi réfléchir pas 1000 fois? Nous allons apprécier, mais d'abord l'avis de l'ancien officier Briston Amoussouguenou, qui aussi s'est intéressé particulièrement à ce dossier. Briston Amoussouguenou, vous avez suivi l'affaire Patrice Trépeau, de sa dénonciation, il s'en est suivi une décision forte. L'homme a été mis aux arrêts pendant 60 jours fermes. Aujourd'hui, la menace, elle est là, d'une radiation. Oui, je vous remercie une fois encore. Vous savez, nous sommes dans un univers un peu particulier que nous appelons l'armée, la grande muette. C'est un État dans un État, en quelque sorte. Nous sommes tristes de constater que c'est un milieu où parfois les lois de la République ne sont pas en adéquation avec les lois militaires. Parce que nous sommes dans un secteur où parfois on a tendance à comprendre que l'on marche avec la tête au lieu de marcher avec les pieds. Le capitaine Trépeau dont on parle, c'est une histoire que nous avons suivie depuis quelques mois déjà et qui défraie la chronique, comme cela a été toujours le cas dans ces genres de problèmes. Je pense qu'en fait, quand on prend l'homme, on prend les faits dans leur essence, nous ne voyons pas encore là où il y a problème en fait. Parce que l'homme d'abord a parlé en tant que syndicaliste. Et la loi paramilitaire autorise le syndicalisme qui est régi par une loi. Les policiers ont un syndicat. Les paramilitaires, les eaux et forêts, en général, ont un syndicat. Je pense qu'il faut d'abord partir de ce principe. Est-ce que le syndicalisme est autorisé dans le milieu paramilitaire? La réponse est positive. Elle est oui. Au même moment, je voudrais vous demander, est-ce que le statut d'officier ne prévaut pas sur celui du syndicat? C'est deux droites parallèles qui ne se touchent certainement pas. Deux droites parallèles? Oui, oui. Parce que le syndicalisme est une entité, c'est-à-dire c'est un conglomérat où on milite en faveur des droits liés à la corporation elle-même. Et par conséquent, s'il a été reconnu comme tel
être le syndicat de ce conglomérat, je crois que le syndicat est régi aussi, le syndicalisme est régi par des lois qui, disons, cadrent son fonctionnement, son mode de fonctionnement. Et je pense qu'il fallait opérer sa sortie médiatique en tant que syndicaliste et non en tant qu'officier des eaux et forêts. À ce titre, c'est une situation atténuante pour lui? Bon, je crois qu'à ce niveau, l'armée est en train de prendre le principe militaire pour agir, c'est-à-dire non-autorisation à intervenir dans les médias. C'est une loi militaire qui interdit le fait. Mais je crois que l'armée est en train de laisser de côté le volet syndicaliste, le volet syndicat qu'est le monsieur, pour pouvoir tabler exclusivement sur le décret militaire. Nous sommes en face d'un conflit de deux lois. La loi 69-6 SGDN du 6 janvier 1969, qui régit le fonctionnement même du conseil de discipline dans l'armée, et la loi du syndicalisme de l'armée, c'est-à-dire des corps paramilitaires de l'armée. En réalité, on ne peut pas appliquer la loi militaire à la loi qui régit le syndicalisme dans l'armée. Comme je le disais tantôt, c'est deux droites parallèles. Aujourd'hui, ce militaire, cet officier des forces armées est déféré devant un conseil de discipline. Et nous sommes en train d'apprendre, parce qu'en fait, il y a une précision que les populations civiles ne maîtrisent certainement pas. Laquelle? Dès lors qu'on est allé à 60 jours d'arrêt, d'abord nous sommes partis de 45 jours d'arrêt de rigueur. Oui. Les 45 jours d'arrêt de rigueur ne peuvent être infligés que par le directeur général des eaux et forêts. C'est ça, limite ça. Quand ça atteint 60 jours d'arrêt de rigueur, c'est de l'autorité du ministre de tutelle. Seul le ministre ou le président de la République sont capables d'infliger 60 jours d'arrêt de rigueur. Parce que dès lors que vous entendez dans l'armée 60 jours d'arrêt de rigueur, ça donne automatiquement droit à un conseil de discipline. C'est automatique. Donc ce qui se joue maintenant est la suite logique, de ce qui s'est passé. Dès lors que moi j'ai appris 60 jours d'arrêt de rigueur, il est passible, il est obligatoire, il devrait avoir un conseil de discipline pour connaître de la finalité de ce dossier. Donc nous sommes dans la suite logique des 60 jours d'arrêt de rigueur. Maintenant, lorsque nous en venons au conseil de discipline et qu'il y a des mains invisibles qui sonnent la lettre, qui donnent les résultats à l'avance, c'est là où le bas blesse. Nous disons surtout de mains invisibles. Oui, j'ai dit mains invisibles parce qu'il y en a toujours. L'armée fonctionne toujours ainsi. Je disais que c'est un État dans un État où parfois c'est le totalitarisme qui a droit de citer. C'est l'absolutisme. C'est le non-droit. C'est un milieu difficile d'accès à la morale. Par conséquent, vous voyez, je ne vois pas encore, pour ma part, pour ma propre gouvernement, pour tout ce que nous savons, des fautes commises qui ont droit d'aller jusqu'à 60 jours d'arrêt de rigueur. Nous ne voyons pas encore la faute qui est commise jusqu'à ce point pour, disons, amener un conseil de discipline de ce genre-là, où on parle même, où il y a l'épée de Damoclès qui aujourd'hui plane sur la tête de cet officier par rapport à une éventuelle radiation. Vous voyez, le problème a un aspect un peu politique. Nous entrevoyons un aspect politique. Aspect politique. Parce que les dénonciations faites sont fondées sur des allégations. Les dénonciations faites vont dans le sens politique. Vous voyez, et quand on en vient à dire autorisation non reçue pour aller parler dans les médias et qui va entraîner 60 jours d'arrêt de rigueur, un conseil de discipline et radiation en vue, il y a problème. Il y a problème. Quel type de problème pourrait-il y avoir? Bristol, je vous retourne la parole tout à l'heure, mais quand on suit l'ancien officier, il dit qu'il y a une confusion de genre. Il le dit manifestement. Il parle de deux textes de loi, mais parallèles. Et dans le cas d'espèce, à sa lecture, il s'agit plutôt de celle relative au syndicalisme qui a prévalu et pour voir l'officier adopter la posture qui a été sienne. Et au regard de ces faits, on ne devrait pas arriver au résultat auquel on arrive. Mais on y est déjà. Et quelle pourrait être l'issue finalement? Non, quelle pourrait être l'issue? C'est pourquoi je disais tantôt que ceux qui doivent prendre cette décision, normalement, doivent rester collés au test, doivent suivre
le cours des événements, doivent faire preuve de sursaut patriotique et non suivre une supposée mais invisible. Mais Jacques Bokor, Oui. avant de vous laisser poursuivre, s'il y a 2 textes de loi parallèles, c'est sûr que les supérieurs hiérarchiques ont connaissance de ces textes. Bien sûr. Mais comment se fait-il, ou quelle lecture peut-on donner Interférence. au fait que l'un ait pris le pas sur l'autre? C'est pourquoi je dis qu'il va falloir qu'on reste collé au test et qu'on fasse preuve de sursaut patriotique, qu'on soit légaliste. Parce que aujourd'hui, si le chef de l'État actuel parle, d'aucuns pourraient dire que c'est l'opérateur économique qui agit. D'ailleurs, les gens le disent. Mais lui, il se dit qu'il est dans la posture du chef de l'État. Vous voyez, donc il y a déjà problème à ce niveau. Même si on nous a dit officiellement qu'il a démissionné, qu'il n'est plus opérateur économique. Mais de quoi s'agit-il ici? Qui a parlé? Bien que l'armée soit la grande muette, bien que sans autorisation, vous ne pouvez pas aller opiner ou alléguer quoi que ce soit Dans les médias, au niveau de l'armée, mais il s'agit ici de reconnaître l'identité ou la personnalité de celui qui a parlé. Celui qui a parlé, c'est le secrétaire général par intérim d'un corps paramilitaire qui est bien régi. Syndiqué. Un syndiqué qui, de surcroît, est le secrétaire général, disons par intérim, du syndicat Maison. Alors, doit-il, parce que je vous ai entendu à l'entame dire, sans en avoir eu l'autorisation préalable, Oui. est-ce que les tests au niveau du syndicalisme des agents des eaux et forêts l'ont spécifié ainsi? J'avoue que je ne saurais le dire. Non, vous pouvez rassurer, les tests, non, mais les supérieurs hiérarchiques voient plutôt l'officier, eux, d'abord. Oui, justement, mais on ne peut pas voir Ici. l'officier sans voir le syndicaliste, justement, parce que, soit, on a admis que les corps paramilitaires, c'est-à-dire les agents des eaux et forêts, la police, il a rappelé, face du syndicalisme ou non. Je vais vous dire, la loi numéro 2015-20 du 2 avril 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin, en son article 31, reconnaît au corps constitué la liberté d'opinion, d'expression et des moyens entrant dans la défense de leurs droits et intérêts corporatistes. L'article 32, suivez, de la même loi, les fonctionnaires des forces de sécurité publique et assimilés jouissent de la liberté syndicale d'opinion, de croyances philosophiques, religieuses et politiques. La jouissance de ces droits s'exerce en conformité, je suis tout à fait d'accord, avec l'obligation de réserve imposée par leur état de fonctionnaire des forces de sécurité publique et assimilés et ne doit en aucun cas porter atteinte à l'exécution du service public d'urgence à l'intérêt général. Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer, quand je vous suis très bien, que c'est le dernier pan du test que vous venez de lire qui constitue le piège pour Patrice Trépeau? Oui, mais on dit que la personne bénéficie du droit syndical avec tout ce que je vous ai cité, mais il y a obligation de réserve Voilà. à des moments donnés. Alors, mais le supérieur hiérarchique n'est-il pas en droit de considérer que l'obligation de réserve n'a pas été justement, respectée? c'est pour en venir là. Ça veut dire quoi? On a pris un côté qui a primé sur l'autre. Et qu'est-ce qu'on met dans l'obligation de réserve? alors, vous dites? Qu'est-ce qu'on met à ce niveau-là, à ce stade précis? Qu'est-ce que nous mettons dans l'obligation de réserve par rapport à ce qui a été dit? Et surtout si c'est un syndicaliste qui parle. Ça veut dire que le syndicaliste, s'il doit tenir compte de l'obligation de réserve, ne parlera jamais, ne dénoncera jamais, ne revendiquera jamais. Donc, moi, je voudrais qu'on nous clarifie un peu ce thème un peu ambigu, imposé à un syndicat. Parce que là... Quand les tests sont ambigus, Jacques, oui, mais c'est qu'on l'exploite. Non, oui, justement, qu'on l'exploite et qu'on l'exploite à bon escient. Parce que si vous voyez un peu comment les choses se passent depuis le 6 avril 2016, vous allez comprendre. Et laissez-moi un peu le temps. D'abord, quand ce gouvernement est venu, on a commencé par nommer des syndicalistes.
Et nous avions tiré la sonnette d'alarme. Vous avez le préfet du littoral, Modeste Oboula, qui est un ancien syndicaliste. Vous avez Adou Konou, qui est au CNSR, Centre de sécurité routière, qui est un syndicaliste. Vous avez, entre autres, Jacques Ayadi, qui est DG, et Martin Assoba et autres. Même si on dira que c'est une proposition de ses pairs, ça a été confirmé par le gouvernement. Donc, comme le disent les Anglais, and so on and so forth. Vous voyez? Donc, est-ce que ce n'est pas un signal de départ? Comme quoi, c'est un gouvernement qui savait là où il allait et qui peut-être était allergique ou est allergique aux dénonciations. Donc, a donné le ton. Quand je prends le cas maintenant, même si le dossier est pendant devant les tribunaux, regardez un peu le cheminement. Et puis, selon les informations, le syndicat des eaux et forêts dont nous parlons serait affilié à la FECENTRA Finance, selon les informations que j'ai eues. Et si vous voyez un peu le cheminement de la lutte qu'a menée Laurent Métaillon depuis l'échec de la révision de la Constitution, vous l'avez vu à l'esplanade de l'Assemblée nationale, c'est lui qui citait les noms des députés qui étaient en phase avec le projet. Et il traduisait même en fond, en langue nationale, ce que chaque député disait. Et par la suite, les différentes marches du FSP, le Front pour le sursaut patriotique, il a décrypté en temps le budget général de l'État exercice 2017. Donc, si vous voyez tout ça mis bout à bout, vous comprenez que le gouvernement utilise souvent la force. Vous voyez, la révocation d'un maire. La révocation d'un maire, c'est aussi... Le lien avec le dossier. Non, le lien, c'est que on choisit souvent la solution où on exploite les failles et on va à l'extrémité ou à l'extrême. C'est-à-dire, il y a des gradations. Vous voulez dire, en somme, que Patrice Trépeau est dans de beaux draps? Il est dans de beaux draps, parce que normalement, on doit aller de façon graduelle, mais on préfère choisir l'extrémité. Je donne la parole à Brice Monsoubé. Je précise au passage que le syndicat des eaux et forêts est affilié à la CSA. Oui, Brice Monsoubé. Je crois que nous n'allons pas faire l'amalgame. Le capitaine Trépeau, aujourd'hui, est envoyé devant un conseil de discipline pour, dit-on, grave atteinte portée à la renommée de l'institution militaire. Voilà à peu près le libellé. Oui. Ce qui est dit, ce que nous avons entendu à travers le libellé. Et surtout, non-respect de l'obligation de réserve à lui imposée en tant qu'officier. J'ai toujours dit que lorsque l'injustice entre en conflit avec la justice, dans une maison de justice, qu'il y a problème. Expliquez-vous. Vous savez, l'armée en réalité, les corps paramilitaires et militaires en réalité et en général sont par excellence, dans un pays normal, le lieu de la justice, parce que c'est de là que partent les forces chargées de sécuriser la population, d'interpeller les hors-la-loi et les mettre devant la justice pour que justice soit faite ou donnée à qui de droit. Mais lorsque c'est dans cette maison que l'injustice anime la cité, lorsque c'est dans cette maison que l'injustice danse sur le palier de la justice, il y a problème. Martin Luther King avait, au cours de ses combats, alerté l'opinion internationale en disant « Toute injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice. » Tout ça, c'est vrai, mais dans le cas d'espèce... Dans le cas d'espèce, je crois que le président de la République a une mission républicaine pour cette fois-ci. En tant qu'officier de l'armée, il n'est pas n'importe qui. Un capitaine de l'armée des forces armées béninoises, c'est quelqu'un qui a mené des missions étrangères, qui a été formé pour, disons, le sommet même de la justice militaire. Vous parlez du capitaine Trépeau. Je parle bien du capitaine en question, qui, dans les conditions normales, devrait être promulgué commandant, c'est-à-dire chef d'escadron d'ici à là. Voilà le problème. Oui, en principe. Nous sommes dans une cité, nous sommes dans un problème très délicat actuellement.
Le syndicalisme est en train de prévaloir, est en train de prendre, disons, c'est pas sur la raison militaire. Mais les chefs militaires doivent comprendre que là où nous sommes actuellement, nous ne parlons pas de réserve, de droit de réserve, mais nous parlons plutôt de syndicalisme, comment appelle-t-on, de la dénonciation d'un syndicat par rapport à une corporation, à une situation donnée. Il faut que ceux-là qui composent le conseil de discipline comprennent qu'ils ont un nom, comprennent qu'ils ont une étiquette, comprennent qu'ils ont un honneur à défendre dans la cité et comprennent que les ordres illégalement reçus ne s'exécutent toujours pas à travers la baïonnette intelligente à nous apprise. Tu peux donner des ordres dans le cas d'espèce. Vous savez, lorsque l'ordre de la loi est contraire au commandement de l'autorité légitime, il faut que la baïonnette intelligente intervienne. C'est à ça que je convie aujourd'hui ceux-là, chargés de connaître ce conseil de discipline qui, dans les conditions normales, devrait se tenir demain, 30, au camp Guézo, à Cotonou, ici. Le 30, ça fait après demain. C'est pour vous dire que nous sommes dans un conflit aujourd'hui. Il y a l'ordre de la loi. Il y a le commandement de l'autorité légitime. En tout cas, votre plaidoyer... Le commandement de l'autorité légitime aujourd'hui souhaiterait une radiation d'un officier qui a défendu, disons, un point de vue, qui a défendu une étiquette par rapport à une situation donnée. Mais l'ordre de la loi aujourd'hui demande sa radiation, sa tête est mise à prix. Dans ces conditions, je crois qu'il y a une marge de manœuvre qui s'impose aujourd'hui à ceux-là qui sont chargés de l'élucider ce dossier-là, c'est-à-dire ces officiers qui sont commis au connaître de ce conseil de discipline que nous appelons les membres de ce conseil, de ce conglomérat-là. Et je disais tantôt qu'il y a aussi un risque dans ce conseil de discipline-là. Il n'y a qu'à voir tout conseil de discipline, en fait, se tient souvent en vase clos. Mais aujourd'hui, le conseil de discipline du capitaine Trekpo a pris une dimension nationale, voire internationale. Comment? C'est déjà une alerte. C'est déjà un truc là, un fait. Les syndicalistes ont commencé par marcher, pas interpeller la conscience collective, pas interpeller les gouvernements à tous les niveaux, les gouvernants à tous les niveaux. Et mieux, vous pensez que c'est une donnée à prendre en compte? Avant de vous laisser poursuivre, vous permettez, nous allons rapidement suivre l'un de ces syndicats montés au créneau pour donner de la voix. Ça a été d'abord une sortie médiatique collective pour jusqu'à 4 syndicats comme ça dans la rue, plus précisément dans l'enceinte du cadre de vie, pour demander à ce que l'on sache couper la poire en deux. Nous avons recueilli pour nos téléspectateurs le plaidoyer du syndicat conduit par Emmanuel Zounon. Il s'agit de l'UNSTB et donc avec la complicité de la régie, nous allons écouter la substance de son message à l'endroit des membres composant le 10 conseil qui doit siéger la régie, et on revient après en studio. Plus de 2 mois déjà, le camarade Patrice Trekpo, capitaine des eaux et forêts, secrétaire général du syndicat national des eaux et forêts, a été mis sous arrêt de rigueur pour avoir donné, au nom de son syndicat, un avis sur les réformes en cours au niveau des parcs W et de Pandiari au sujet de leur privatisation par le gouvernement. Ce faisant, le capitaine Patrice Trekpo a été victime de sa témérité pour avoir accompli son devoir de syndicaliste dans une corporation paramilitaire qui, à l'instar de la police, jouit du droit d'organisation syndicale et de la liberté syndicale conformément aux normes internationales du travail et à la législation nationale en la matière. Nonobstant les dispositions juridiques évoquées ci-dessus, notre camarade a été privé de sa liberté pendant 60 jours fermes et est dans l'attente d'être traduit devant le conseil de discipline le 30 novembre 2017 pour sa radiation de l'armée, à en croire les indiscrétions. En dénonçant l'arrestation de Patrice Trekpo, ma confédération syndicale, l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, lance un appel pressant aux autorités militaires de mon pays et aux membres du conseil de discipline
pour que notre camarade ne soit pas doublement sanctionné. Aux honorables membres du Conseil de discipline, ma confédération syndicale les invite à remonter à la cause principale de l'avis motivé émis par Patrice Trépeau sur les réformes du gouvernement relatives aux pactes concernés pour éviter tout amalgame avec les obligations militaires. Aux 5 jurés désignés, je les invite le moment venu de se souvenir des colonels Chaspe et Darcy pour que l'esprit corporatiste prévale sur la volonté politique. La nation béninoise tout entière retient son souffle et vous observe. La nation tout entière retient son souffle et vous observe. Ça a été le mot pour conclure cette adresse du secrétaire général de l'UNSTB. Oui, vous l'avez suivi, Jacques Boucaud. Oui. Je l'ai suivi, mais d'entrée, je voudrais rectifier qu'au nombre des syndicats que je citais tantôt, Matin Soba n'est pas un syndicat, c'était un lapsus. Et puis, disons, le syndicat des eaux et forêts, que dirigeait le capitaine Trépeau, est bel et bien affilié à la CSA Bénin. Alors, j'ai suivi le secrétaire général de l'UNSTB, qui est justement en phase avec ce que nous disons ici. Il va falloir que ces membres du conseil de discipline fassent preuve de patriotisme et qu'ils remontent au début, qu'ils visualisent même la bande et qu'ils tiennent compte des éléments. Parce que je parlais tantôt d'obligation de réserve qui ne doit pas remettre en cause, je vous ai lu la disposition, l'intérêt général, qui ne doit pas remettre en cause l'intérêt général. Qu'est-ce que le capitaine dénonçait? Lui, il dit, nous dénonçons le fait que le pacte Penyari, pacte W, que normalement les eaux et forêts, gèrent, ait été confié à une ONG internationale, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a eu dialogue? Est-ce qu'on a associé vraiment le syndicat des eaux et forêts? Est-ce qu'on a parlé des modalités? Est-ce qu'on a ensemble défini le cahier de charge de cette ONG? Il est allé même jusqu'à dire qu'il y aura une piste qui sera construite au sein du pacte et qu'on a interdit même l'accès à toute personne. Donc ça veut dire que ceux qui exploitent le pacte peuvent faire tout ce qu'ils veulent, puisque on peut atterrir directement et repartir sans qu'on ne les fouille, sans qu'on ne les voit. Donc moi je pense que ce qu'il défend, c'est qu'on ne transporte pas à l'extérieur, qu'on ne vide pas le pacte de sa substance, et surtout qu'on associe les eaux et forêts qui n'ont pour activité que cela. Donc c'est aussi cela l'intérêt général qu'il faut voir. Il ne faut pas voir le militaire ou le paramilitaire qui a parlé. Et donc, moi, je crois que demain, sinon le 30, il va falloir que ces membres du conseil de discipline fassent vraiment preuve de patriotisme pour que vive la République. Voilà. Oui, votre réaction? Je vous remercie. Je pense que c'est triste pour mon pays d'être arrivé à cette bassesse, parce que moi j'appelle ça de la bassesse, que quelqu'un, pour son point de vue, pour ce que la Constitution du 11 décembre 1990 a défini dans les normes, dans les clauses, les droits du syndicat, les droits au syndicalisme, pour ça, son opinion par rapport à une situation d'envergure nationale, pour une question de raison d'État, veuille subir la foudre de ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Je m'insurge contre le fait, et je suis d'accord avec M. Zounon, parce que la nation tout entière retient encore une fois son souffle, comme il a eu à le dire. Et je pense que c'est une situation qui met encore en lumière ces pratiques dénoncées depuis la nuit des temps. Et nous sommes là, en état de veille, pour observer, pour voir ce qui va se passer. Parce qu'en réalité, le conseil de discipline est autonome. Oui, avant de venir au contenu du Conseil des ministres, Emmanuel Zounon n'interpelle pas que les membres qui vont composer ce conseil. Il interpelle même la hiérarchie. Il interpelle le chef de l'État. La hiérarchie militaire n'a aucune voix dans ce dossier-là.
Je vous le certifie. Aucune voix. Aucune voix, aucune marge de manœuvre dans ce dossier. La hiérarchie militaire est comme, vous m'excusez, un robot à qui on a indiqué une direction à suivre. Elle suit simplement. Ça s'est passé une fois, ça s'est toujours passé comme ça. Le seul maître d'orchestre à ce niveau que nous allons vraiment prier, étant donné qu'il est le chef suprême des armées, et il est aujourd'hui appelé à nous prouver sa bonne foi, à témoigner à la République son attachement et son amour qu'il chante tous les jours. Monsieur le Président de la République, il est le chef suprême des armées et il a aujourd'hui l'opportunité de nous prouver qu'il a encore, la morale divine à sa portée, qu'il a encore au moins une dose de conscience pour alimenter un peu les milieux pieux et que vraiment nous souhaiterions qu'il intervienne d'une manière ou d'une autre pour sauver un peu la cité de cette dérive-là que nous sommes en train d'entrevoir à travers une éventuelle radiation de ce officier, de ce monsieur, de ce patriote que nous appelons aujourd'hui capitaine Trépeau. Alors, Jacques Bokor, Emmanuel Zounon a pas mal fait en interpellant le chef de l'État. Non, puisque c'est lui, le chef suprême des armées, et mon vis-à-vis l'a rappelé, c'est lui qui peut peser de tout son poids dans ce dossier. Il doit peser le droit syndical et l'obligation de réserve que brandissent les forces de sécurité publique et de défense ou paramilitaire. Je crois qu'il a un rôle capital à jouer dans ce dossier, surtout qu'il y a une réforme majeure en vue, la fusion de la police et de la gendarmerie, et à cette force, on veut arracher le droit de grève. Si, bien sûr, il y a le syndicalisme qui est autorisé et on va à la radiation, mais sans ce droit-là, sans syndicat, voilà. À quoi on assisterait? Donc, moi, je pense que c'est un piège. Il faudrait que le chef de l'État fasse preuve de grandeur. Et s'il veut réellement faire aboutir cette réforme, s'il veut la faire accepter par les forces de sécurité et de défense, je crois que c'est le moment plus que jamais de montrer son esprit d'ouverture et de déjà rassurer qu'il ne voudra pas terroriser ses agents le moment venu. Parce que appelle aussi à ce que le sens du patriotisme prévoile sur des données politiques. Absolument. Mais dans ce dossier-là, on a à aller sur ce terrain? Oui. On ira certainement sur ce terrain-là. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut plaire au chef. Tout le monde a envie de plaire au chef aujourd'hui au Bénin. Moi, je dis, pour ma part, Briston Amoussou Guénou, je ne ferai jamais la politique de plaire à un chef. Je ferai ce qui est à faire. Briston Amoussou Guénou n'a plus ce problème-là, puisque depuis un certain temps, vous êtes à la touche, comme on dit. Et définitivement. Bon. On ne va pas refaire l'histoire. Je ne sais pas pourquoi vous dites que vous n'allez pas plaire à un chef. Nous n'allons pas plaire à un chef, puisque je suis après tout un citoyen opinant sur les problèmes de la République, de ma cité, de ma nation. Libre de pensée et d'esprit, et j'ai la liberté d'expression. Donc c'est une exhortation. Oui. Je pense que les militaires aujourd'hui, dans cette logique et dans cette posture, ont envie de plaire simplement au chef. Parce que le capitaine qui a fait des dénonciations, les dénonciations touchent à des intérêts politiques. À des intérêts politiques. À des intérêts politiques. Parce que le PAC, dans son exploitation, dans sa gestion, dans son mode de fonctionnement, génère certainement des capitaux, génère des revenus, génère de plus-value. Je crois que c'est à ce niveau que je trouve le problème. C'est plutôt une question d'intérêt. Maintenant, avec cette dénonciation, il est en train de toucher à l'intérêt du chef. Il est en train de toucher aux intérêts d'une élite donnée. Vous affirmez, sans mettre dedans. Non, ce n'est pas une question d'affirmation. On a suivi la démonstration faite. On dit gestion opaque du PAC Pandjari. On a parlé de gestion solitaire cavalière, sans associer ceux-là, les ayants droit, que sont les agents des eaux et forêts. Sans des trucs là préalables, des négociations préalables. Ça veut dire que c'est une grosse question d'intérêt qui est en jeu. Maintenant, la dénonciation faite touche à des sensibilités d'intérêt, à des points ultra sensibles d'intérêt. Par conséquent, pourquoi un officier des forces armées se mettra-t-il au travers des intérêts du chef?
Voilà la question. Il faut les dégommer. Il faut le sanctionner à l'extrême pour décourager toutes celles et ceux qui iront dans ce sens pour aller contre le chef, pour aller contre les intérêts du chef. Et les chefs militaires sont dans cette posture aujourd'hui. Donc la sanction contre Tréco, ce n'est pas que Tréco. Pour sacrifier ce brave soldat de la République, cette témérité, cette valeur-là, pour simplement une cause, se faire bien voir par le chef. C'est tout ce que... La sentence est là, la conclusion est là. Le résumé de la situation est à ce niveau-là. Mais je pense que c'est une question d'honneur qui se joue ici. Quelle chance d'une issue plus ou moins favorable pour Patrice Tréco? Non, c'est... Nous avons deux issues. Bon. L'issue que moi j'entrevois est simplement dans les mains de ceux qui composent ce conseil de discipline. Et au-delà, le chef de l'État qui pourra peser, comme je l'ai dit, de tout son poids dans ce dossier. Franchement, sinon, on a beau marcher, on a beau protester. Si déjà, au départ, on s'était défini comme objectif de radier le capitaine Tréco, on le fera. Mais ce sera, disons, une contre-publicité pour notre pays parce que nous sommes suivis de près à l'extérieur par des organisations de droits de l'homme. Donc, ce sont des points en moins pour nous et ce n'est pas bien pour la démocratie aussi. Oui, les solutions, vous voyez deux pistes, disiez-vous? Oui, il y a deux solutions à ce niveau. Il y a d'abord le principe de la séparation des pouvoirs aujourd'hui qui autorise quand même la Cour constitutionnelle à intervenir dans un délai au plus de 90 jours pour casser éventuellement cette décision-là si elle est prise. Oui, mais pour quelle issue? Parce que ce n'est pas pour la première fois que la Cour constitutionnelle remet en cause, disons, des décisions ou des violations, mais qu'on ne corrige pas. Qu'est-ce que ça pourra rapporter au capitaine si un temps il avait été radié? Donc, pour éviter la radiation, je crois que l'autre aspect qui reste, c'est une question d'orgueil, de sursaut d'honneur par rapport au président du conseil de discipline. Parce que je prends l'exemple de ce conseil de discipline à la gendarmerie, pour ceux qui me suivent, où le président a tapé du poing sur la table pour dire « je suis en fin de carrière, j'ai une étiquette, j'ai un nom, j'ai une famille, et le soir de la vie tombera, le soir tombera dans la vie de tout un chacun de nous, et tout finira par finir. Je ne vais pas, pour raison d'intérêt d'autrui, sacrifier la vie, l'honneur, la carrière d'un innocent. » Et de toute une famille, d'ailleurs. De toute une famille. Donc, je pense que c'est une question d'éthique qui se pose aujourd'hui pour ces gens, pour ces membres du conseil de discipline qui n'ont plus rien à gagner, qui n'ont plus rien à perdre. C'est une exhortation, c'est un appel à un sursaut d'orgueil patriotique pour décourager, vous m'excusez, la mafia qui enveloppe aujourd'hui les conseils de discipline au sein de nos institutions militaires. Dites très rapidement. Je pense que... Oui. Vous pensez que... Je pense que le conseil de discipline est autonome, je le disais tantôt, pour faire obstacle à l'ordre illégalement donné. En tout cas, ça c'est Briston Amoussouguenou qui pense que c'est l'ordre donné. Mais dites, la radiation, est-ce qu'elle se prononce en même temps de fait, une fois en conseil de discipline? Non. Voilà aussi une question à laquelle beaucoup ne maîtrisent pas les données techniques. Je pense que le conseil de discipline peut acquitter. Le conseil de discipline a plusieurs marges de manœuvre, en fait. Peut constater les faits, apprécier les faits, acquitter l'intéressé lorsque les faits ne sont pas avérés. Le conseil de discipline peut prononcer une sanction intermédiaire, c'est-à-dire des mois ou bien des suspensions sans salaire éventuellement. Vous restez 3 mois, de 1 mois à 12 mois, je crois, sans salaire, sans revenir au service. Et ça, c'est des mesures intermédiaires qui interviennent au cours d'un conseil de discipline, juste pour affirmer l'autorité de la hiérarchie, pour vous dire, attention, c'est une sorte de sursis. Et la radiation n'est que la sentence suprême et extrême. Et ça, c'est le cas où vraiment on pense que l'agent en question est allé trop loin, jusqu'où on ne peut plus le récupérer. Et pour moi, pour cette question où on parle de non-respect de l'obligation de réserve, les sentences qui sont dans le TTA, c'est-à-dire les tests qui conditionnent
la gradation des punitions dans l'armée n'autorise pas encore une radiation par rapport au non-respect d'une obligation de réserve, au non-respect à une obligation de réserve. Je pense que le faire participe d'un excès de pouvoir. En tout cas, participe de ce que les gens dénoncent depuis la nuit des temps, que c'est une main invisible qui ordonne la sentence, que c'est une sentence préprononcée même avant la... Mais visible ou pas, Jacques Boko, après cette démonstration, on peut dire qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Bien sûr, il y a bien sûr des marges de manœuvre. Si on est attaché au test, si on est attaché à la République, c'est-à-dire à la patrie, je crois que on peut aller au-delà, on peut se surpasser et prendre une décision, quoique, disons, même s'il y a des mains visibles qui sont derrière. Et je crois même que même la mise aux arrêts était déjà trop poussée. La mise aux arrêts pour 60 jours, c'était déjà une mesure extrême. Normalement, on pouvait aller à la demande peut-être d'explication. Est-ce qu'on l'a écouté? Aujourd'hui, les choses sont déjà allées très rapidement. Affaire Patrice Trekpo, de l'ascension à la radiation, qu'avez-vous envie de dire? Non, qu'on mette un peu de bémol et qu'on ramène simplement la balle à terre. On peut tirer les oreilles en griffe au capitaine syndicaliste, mais aller à cette solution extrême, moi, j'avoue, je suis contre. Oui, Brice Moussouguenou. Monsieur le Président de la République, vous êtes sous le feu de la rampe devant ce dossier. Je pense que l'histoire retiendra qu'une fois encore, sous votre règne, il s'est passé du bon, du bien et du beau si vous intervenez positivement d'une main ou d'une autre dans ce dossier-là. Je vous remercie. Merci Bristol Amoussouguenou. Merci Jacques Boko, mesdames, messieurs. Merci aussi d'avoir une fois encore été des nôtres. On prend congé de vous sur cette citation de Joseph Malègue. Je cite: toute épreuve est une occasion donnée à chacun de savoir quel bout prendre pour une sortie heureuse. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir. Demain, un autre jour pour notre rendez-vous, un autre plateau, toujours avec la même disponibilité. À très vite.